les attaquants, ils sont comme vous et moi, ils développent leurs compétences dans le cloud. Le départ, c'est de signer un bon contrat. Mes fournisseurs me garantissent de l'hébergement, du compute, et tout le reste, c'est ma responsabilité. La surface d'attaque, elle est très dynamique. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui constitue l'ensemble de mes microservices? Comment ils interagissent entre eux? Moi, je vois que le cloud nous a beaucoup aidés pour avoir la visibilité, pour gérer les incidents. On est plus proche du développement de code source, finalement, ou de code, que dans la sécurité, on va dire, classique. Se protéger des Américains, très bien, mais du coup, de quoi veut-on se protéger ? Bonsoir et bienvenue à notre nouvelle émission de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec CrowdStrike. On va parler d'un sujet, celui du cloud, plus précisément la cybersécurité sacrifiée sur l'autel de l'agilité cloud. Et pour cela, on a avec nous 4 experts qui vont débattre, échanger, répondre à mes questions, mais également aux vôtres. Je vais leur laisser la main pour pouvoir se présenter brièvement et je commence par Michael. Bonjour Yasmine. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Michael Legal. Je suis responsable de l'équipe d'ingénierie avant-vente chez CrowdStrike. J'ai commencé mon parcours dans la cyber il y a une quinzaine d'années désormais, et un peu plus spécifiquement sur les sujets cloud, je dirais il y a de ça 5 ans. Et j'ai commencé ma carrière comme développeur avant de passer du côté obscur de la force. Orion. Orion Argozin, je suis le responsable sécurité opérationnelle du groupe IDEMIA. Je suis content d'être ici, content de partager ce moment avec, on va dire, mes pairs. Et donc le cloud est effectivement un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup chez IDEMIA. Donc. Merci. Et David. Merci, bonjour à tous. David Le Carpentier, je suis RSSI de GRT Gaz, transporteur d'énergie sur le territoire français, engagé dans la transition énergétique pour accompagner la transition énergétique. Et nous avons fait un switch dans le cloud en 2019, et donc je vais vous partager un peu notre expérience et notre retour d'expérience sur le sujet. Merci David. Et Abir. Bonjour Yasmine, moi c'est Abir Mouaker, je suis RSSI dans le secteur d'énergie. Je suis ingénieur réseau et sécurité de formation et depuis 2016, je baigne dans les sujets sécurité cloud. Eh bien, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes content de traiter du cloud? Oui. Comment ne pas l'être? Exactement, Michael, tout à fait. Comment ne pas l'être? Alors, pour préparer cette émission, on a fait appel au public d'experts qui nous suit sur Risk Intel Media, et on a fait un sondage en partenariat avec CrowdStrike, et on a posé la question suivante. Migrer dans le cloud assure-t-il une meilleure protection de vos données? Alors, je vous laisse regarder les réponses du public. On a quand même 1232 votants, c'est pas rien, je trouve que c'est un bon échantillonnage. On a 30% de oui, 37% de non, et 51% de ça dépend. Donc, je vous pose la question. Quand vous regardez ces chiffres, déjà, est-ce que ça vous parle, ça vous intrigue, ça vous questionne, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a 50% des gens qui ont raison. C'est vrai, le ça dépend, entre les deux. Et oui, c'est pas binaire. Ouais. Et voilà, et je pense qu'on va essayer de le développer là. C'est tout sauf binaire. Voilà, ça dépend de comment on prend le sujet, et j'espère qu'on va pouvoir déflorer le sujet en expliquant les tenants et aboutissants de ce qu'est le cloud et comment on peut l'exploiter. Vous êtes d'accord avec David? Parfaitement d'accord. Effectivement, ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche à protéger comme données. Données sensibles, pas données sensibles, etc. Et effectivement, là, pour moi, il y a un vrai enjeu, et je pense qu'on l'abordera ce soir autour éventuellement de la souveraineté, etc. Alors, justement, pour commencer cette émission, on se posait la question de savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui font qu'on décide de migrer dans le cloud, et est-ce que c'est réellement plus sécurisé, David? Alors, 2 questions dans l'une. Oui. Pourquoi on bouge dans le cloud? Alors, je peux partager notre expérience. Nous, on allait chercher, donc 2019, on allait chercher, notre première motivation, c'était du time to market. Aller plus vite sortir des projets, donc se soustraire à toutes les problématiques d'intégration des couches basses, de la scalabilité, pour traiter des problématiques de montée en puissance de nos infras, de nos applications, et puis une quête d'optimisation des coûts. Voilà, c'était un peu les motivations premières, en tout cas celles qui nous ont engagés à regarder ces sujets-là. Donc
il n'y a pas que ces dimensions à regarder, mais en tout cas, nous, ça a été suffisamment important pour nous motiver. Et in fine, au terme de 3 années, un petit peu plus de projets, on a migré tout un ensemble d'applications dans le cloud. On a encore des systèmes on-prem, sans pour autant avoir choisi de l'hybridation. Voilà. Donc les motivations peuvent être variées. Maintenant, est-ce que c'est plus sûr? Ça dépend. Ça dépend de comment on traite de la sécurité. Je dirais que ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que c'est un modèle de responsabilité partagée. On en parle à distance. On parle à distance, très bien. Je vois qu'on a des gens au fait. Ça change pas mal de paradigmes. Effectivement, on travaille à 2 et on a des responsabilités partagées qui sont plutôt bien décrites côté des fournisseurs de services. Donc, il faut apprendre à les comprendre. Ça déplace la sécurité chez nous. On a pu à gérer l'aspect physique, par exemple, des infrastructures. On fait moins d'intégration, on fait plus de développement. Et puis, le résultat en termes de sécurité, il va aussi beaucoup dépendre de comment vous avez préparé votre projet de transformation. Je pense qu'on reviendra sur les questions de formation, de préparation, de doctrine. Et en cyber, je ne vous cache pas qu'on s'est mis à courir et que même en courant vite, on a eu beaucoup de mal à rattraper l'élan et la dynamique que ça crée parce qu'il y a des questions assez fondamentales auxquelles il faut réfléchir, si possible en amont. Parce que quand vous êtes lancé, vous prenez des options, vous posez des briques, vous avancez. Et donc, il faut être capable assez tôt, en tout cas dans un projet de ce type-là, assez tôt de se projeter et de donner un cadre aussi cohérent que possible avec tout le reste de l'écosystème. Et ça, c'est déjà un enjeu sympa. Donc, la sécurité qui en découlera dépendra de votre préparation. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, anticipez au maximum, notamment pour les équipes cybersécurité, comprenez ce que c'est que le cloud. Et la sécurité dans le cloud, c'est pas la même chose que la sécurité on-prem historique. Ça fait que votre projet peut être sécurisé et donc vous êtes dans le oui et ça dépend. Orion, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis parfaitement aligné. En fait, le business voit cela comme un accélérateur finalement. Pourquoi? Très simplement. Le premier truc qu'ils mettent, en tout cas, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est comme ça, j'ai pas les contraintes de l'IT. Voilà, parce que nous en IT, on a l'on-prem et puis effectivement, on déploie des infrastructures qui sont lourdes, etc. Ok, donc eux, ils disent, ok, moi je vais dans le cloud pour être un accélérateur, scalabilité, effectivement, être capable d'avoir cette élasticité et de pouvoir adresser éventuellement, à un moment donné, des pics de charge, etc., de manière aisée, sans avoir à refaire toute l'infrastructure et donc de manière plus ou moins aisée. La partie coût aussi, mais cette partie coût, finalement, et je pense qu'il y a quelques exemples, la question se repose. Pourquoi? Parce que quand on fait du lift and shift, finalement, on prend ce qui est on-prem, on ne réfléchit pas finalement à l'engineering pour basculer vers le cloud, finalement, on n'accompagne pas ça de logique de FinOps, par exemple. C'est-à-dire comment est-ce que je gère au mieux les coûts financiers du cloud, parce que très vite, ça peut exploser. Je sursois parce que la question du financement, évidemment, je vous ai dit que nous, il y avait un intérêt financier. Et au moment du début du projet, on avait estimé qu'il y avait un range de plus ou moins 30%. Donc, on avait un risque, soit on était optimal, par exemple, en redéveloppant nos applications, en les mettant en pure cloud. Soit en étant en mode juste du lift and shift, je fais du IaaS et je déménage tout, je fais héberger mes activités dans le cloud, et j'avais un plus ou moins 30% par rapport au coût d'hébergement et de licence. Ça c'est assez facile à calculer. Retex, nous, 4 ans après, on est à 0. Donc on a fait une moyenne. Il y a des sous-systèmes sur lesquels on a pu optimiser, d'autres où on n'a pas pu le faire. Voilà, une gestion et on est plutôt à 0. Donc les gains, ils sont plutôt sur la partie les coûts environnants, l'intégration, le support, etc. Après, il y a d'autres bénéfices, je les développerai peut-être après. Mais dès le départ, nous, on avait identifié qu'il y avait une fourchette et que les choix structurants qu'on allait faire, notamment l'IAC, etc., enfin l'infra as code, étaient déterminants sur les gains et le lift and shift est un faux semblant. Attention, héberger dans le cloud, ça coûte plus cher que d'héberger en data center.
J'avais un ancien client qui me disait faire du lift and shift, ça serait un peu comme de prendre une plante d'intérieur et de la déménager ailleurs. Il y a une chance pour qu'elle s'épanouisse, mais il y a aussi beaucoup de chances pour qu'elle meure. En fait, la plupart du temps, le lift and shift, il y a assez peu, si on prend un pour un et le met dans le cadre, il y a assez peu de chances. Alors au mieux, on va se retrouver avec la même surface d'exposition. La plupart du temps, on va avoir tendance à l'augmenter. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas ce que font la plupart des organisations. À l'image de la tienne, David, c'est quand même l'occasion de faire de se remettre les choses à plat, de réfléchir à l'architecture, pourquoi pas intégrer la sécurité un peu plus en amont dans les process. Donc pour beaucoup, ça s'accompagne de... Donc je rejoins le ça dépend, et le comment et le pourquoi sont un peu indissociables ici. Mmh. Alors, on a une question à distance. On me demande, alors déjà, Jean-Luc qui dit le modèle de responsabilité partagée est très important à comprendre. Donc David, voilà, on a un public averti, aguerri. Et puis on a Jean-Luc qui pose la question, quelles sont les best practices à respecter lors d'un projet de migration des workloads on-prem vers le cloud pour une entreprise? Je peux tenter un premier bout de réponse, mes collègues vont compléter. Je l'ai dit, anticiper, notamment la sécurité, anticiper le financier, parce que le FinOps, c'est un poste, nous on l'a créé dès le départ, dès les premiers jours, contrôler FinOps. Ça peut vite être un cauchemar si vous n'avez pas intégré ça tôt, ou alors vous le découvrez quand la facture arrive, là, c'est compliqué. L'anticiper, et puis préparer la transformation, je dirais, ne négligez pas la transformation humaine que ça va impliquer. Voilà, il y a une dimension de connaissance et de maîtrise de l'environnement. Si vous avez une entreprise qui est historiquement on-prem, classique, ça va faire un gros shift. Si vous êtes Doctolib et que vous naissez Born Cloud, c'est pas la même affaire. Donc vous n'avez pas les mêmes enjeux de transformation humaine. Et ça peut vous planter. Et puis, dernier point, et je laisse la parole à mes collègues, un bon assessment, une bonne préparation, parce que si vous ne savez pas quel est le taux d'application que vous allez pouvoir redévelopper et celle dont vous n'allez pas pouvoir parce que pas amorti, parce que pas possible, parce que du legacy trop lourd, votre plan il va pas être tout à fait identique. Donc bien préparé. Je me permets de rebondir sur le point de la transformation humaine. Effectivement, aujourd'hui, en tout cas par expérience, on se dit ok, je prends mon application, ma solution on-prem, je la migre dans le cloud, je réfléchis firewall, désolé pour les brands, mais du Cisco ou autre, etc. Alors qu'il faut réfléchir déjà avec ce qui est embarqué directement dans les solutions cloud, parce que finalement, elles offrent un panel de solutions qui peuvent être utilisées par défaut. Est-ce qu'on a besoin d'un Cisco quand on peut déployer des security groups, par exemple? Voilà. Et donc, c'est cette logique-là qu'il faut, en tout cas, qu'il faut s'approprier, parce que c'est pas la même chose. Parce que sinon, on va perdre en efficacité, on va migrer aussi tous les process run qui sont très lourds et qui sont les process on-prem, et qui finalement, le gain en efficacité, le gain en rapidité ne se fera pas. Donc, il y a toute cette transformation effectivement au niveau humain pour permettre cette migration, et aussi des processus, parce que ce que nous permet le cloud, c'est de l'automatisation, c'est de la transparence au niveau de la sécurité, etc. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je rajouterai un autre point qui est plus en amont, qui est le point contractuel. Le départ, c'est de signer un bon contrat et s'assurer que le contrat est maîtrisé, parce que ça va nous permettre de se protéger sur toute la durée du contrat. Et après, on commence à réfléchir sur comment on peut travailler les processus business et former les équipes à partir dans le cloud. Donc, pour moi, le contrat, il est indispensable. Et, tout à fait. Central. J'ai un tips sur les contrats. Regardez les MAR, Minimum Architecture Rules. Quand vous lisez ça, c'est un des derniers paragraphes du contrat. C'est toujours le dernier. C'est toujours le dernier. Et là, vous allez comprendre ce que ça veut dire, la responsabilité partagée. D'accord. Vous allez comprendre qui est responsable des données. Et quand vous lisez ça, vous comprenez que le CSP, il s'engage et il sait sur quoi il s'engage. Ouais. Et son engagement, elle est contractuellement bien définie. Si vous ne l'avez pas compris, vous allez au-devant de gros ennuis. D'accord. Alors, j'aimerais partager avec vous ces chiffres. Donc, en 2022, 31% des entreprises ont déclaré avoir subi un incident de sécurité dans le cloud. Donc, ça provient justement d'un document qui a été mis en place, la sécurité du cloud simplifiée par CrowdStrike en 2022. Et donc, ma prochaine question est de savoir, est-ce que les équipes de sécurité on-premise gèrent la cybersécurité de la même manière que les équipes de cybersécurité dans le cloud?
Abir? Non. Même si les processus peuvent rester quasi identiques, la gestion des incidents, la gestion des vulnérabilités, la gestion de la sécurité dans les projets, mais il y a une grosse différence et que avec le cloud, on a la chance en tant qu'équipe sécurité d'avoir une visibilité qu'on n'avait pas dans les environnements on-premise. On a des droits en consultation qui nous permettent de voir tout ce qui se passe dans des souscriptions cloud et donc une visibilité sur les risques, sur les activités. Mais d'un autre côté, il faut former ces équipes à pouvoir comprendre le fonctionnement de cloud. Avant, les équipes se concentraient plus sur les équipements de sécurité. Donc, on maîtrisait les firewalls, les détections d'intrusion, les antivirus, les EDR. Avec le cloud, il faut qu'on soit en maîtrise de tous les aspects d'architecture et principalement comment on peut sécuriser une architecture dans le cloud. Ça, c'est un point fondamental pour que les équipes puissent commencer à regarder les aspects sécu. Et un autre avantage est que les équipes sécu peuvent faire plein de tests parce qu'on a la facilité de monter des services, de tester et puis les arrêter. Et on paye uniquement pendant la période où ça a été fait. Ça nous permet de vérifier plein de choses et être vraiment à la pointe de la technologie en ce qui concerne les services de sécurité. Un autre avantage qu'on a avec le cloud est qu'on a des services sécurité qui sont intégrés dans les services by design. Et donc, c'est beaucoup plus de facilité pour que ça puisse être utilisé par les équipes DevSecOps et aussi les équipes cybersécurité qui surveillent. Moi, je vois que le cloud nous a beaucoup aidés pour avoir la visibilité, pour gérer les incidents. Parce que dans les environnements on-premise, il fallait qu'on installe des sondes, des outils pour pouvoir capturer les mêmes données qu'on a aujourd'hui avec les outils cloud. David? Ouais, complètement. Dans le on-prem, on doit gérer et déployer nous-mêmes nos outils de sécurité et les monitorer. Dans le cloud, ils sont fournis parce qu'ils ont été massifiés à une telle échelle qu'effectivement, on a une richesse. Après, il faut être capable de se les approprier. Ça, c'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la préparation, y compris des équipes cloud. Mais enfin, toutes les équipes doivent être préparées, des designers à ceux qui exploitent et à ceux qui supervisent et qui gèrent la sécurité. Et puis, il y a quelques dilemmes à régler. C'est quand j'ai un environnement, alors je reprends toujours mon exemple, c'est l'entreprise qui est born cloud, qui n'a que du cloud à gérer, elle n'a que cette problématique-là, elle s'approprie une typologie et une approche, elle la gère. Quand vous avez une entreprise, ce qui n'est pas mon cas, mais avec de l'hybride, vous avez les deux en même temps, ça complexifie. Moi, je suis plus dans un mode dual, j'ai les deux, mais qui ne sont pas interconnectés. Donc, la grande question, c'est est-ce que je consolide, comment je gère à droite et à gauche, voilà. Donc ça, ça fait partie des choses qu'il faut traiter et auxquelles il faut réfléchir assez en amont. Donc voilà. Et moi, le retour d'expérience qu'on a, donc 2019, ça fait déjà presque quasiment 5 ans qu'on a commencé. Je crois qu'on a eu un incident d'infra. C'était une indispo de AWS un après-midi. Ils ont eu une panne DNS mondiale, enfin comme tout le monde, je dirais. Autrement, alors j'ai eu 2 incidents depuis. Et des incidents du niveau applicatif. C'est un développeur ou des développeurs qui avaient fait des erreurs, qui avaient exposé de manière maladroite des systèmes très localisés. Mais autrement, les incidents de prod, on ne sait même plus ce que c'est. À tel point qu'on se demande même si on a un taux de pratique suffisant de gestion des incidents, parce qu'il n'y en a presque pas assez pour être aguerri et rester éveillé sur la réaction, la réponse sur incident. Donc, c'est plutôt une réalité. Moi, je constate qu'effectivement, les seuls incidents qui subsistent, ils ont shifté. On n'a plus d'incidents d'infra liés à de l'infra. Sur le cloud, en tout cas, on a plutôt des incidents liés à l'exposition ou au bon design des systèmes. Je trouve que le fait même la façon dont on en parle ici, du cloud, d'en parler comme d'un domaine séparé, ça crée un peu une vue de l'esprit, comme quoi c'est un domaine à part. La réalité, j'ai l'impression que la plupart des entreprises avec lesquelles on discute, c'est que ont une stratégie cloud de transformation digitale, ont des infrastructures on-premise, un peu des deux, différentes natures, parfois du multi-cloud. Et si on se place du point de vue de l'attaquant, un attaquant ne cible jamais uniquement que les serveurs on-premise ou que les workstations ou que le cloud. Si quelque part, pour aller vers son objectif stratégique, il est nécessaire de
compromettre un asset cloud pour ensuite faire un rebond, comme on l'a vu souvent sur les Active Directory, il le fera. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine vertu. Aujourd'hui, je rejoins votre constat de dire que c'est souvent pas les mêmes équipes et il y a une question de montée en compétences, mais je trouve qu'il y a une certaine vertu au fait d'unifier un peu tout ça. En tout cas, c'est la vision qu'on défend. On essaye d'unifier ça avec les approches qu'on a pu avoir dans d'autres domaines autour de l'EDR, par exemple. Alors je rebondis, comment on unifie ça? Comment on crée cette unité entre les équipes? Ma vision est plutôt sur les outils, mais je pense qu'il faut, à un moment, il faut que différentes personnes avec différentes métriques arrivent à se retrouver. Donc, c'est loin d'être la seule solution, mais d'avoir aussi un panel d'outils qui permet d'unifier et tout le monde regarde la même chose, que ces personnes viennent plutôt du monde du développement ou de la sécurité, ça a une certaine vertu. Et je pense qu'il y a un accompagnement sur lequel on a encore tous collectivement des progrès à faire sur la formation typiquement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord. La formation, c'est un des clés de succès de la migration vers le cloud. Et la formation de tous les interlocuteurs, y compris les équipes sécurité, doivent connaître les bases d'architecture cloud et puis se former sur les services de sécurité et réaliser les processus de sécurité classiques qu'on a dans une entreprise. La spécificité que je revois aussi, que quand on est dans le cloud, les environnements de test ou de pré-production sont également exposés au même titre que les environnements de production, ce qu'on n'avait pas avant dans les environnements quand on est on-premise, ce qui fait que le boulot de sécurisation, il est beaucoup plus important parce qu'il faut sécuriser tous les environnements. Et ça, c'est un changement de mindset à faire avec les équipes projet parce qu'il faut qu'ils sécurisent les environnements de dev avec le même standard que les environnements de production, et ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et ça, c'est important de pouvoir aligner un peu tout le monde autour de ce sujet-là, parce que si on n'arrive pas à le faire, on se crée des failles nous-mêmes, et on sera dans les 13% de non. Alors, justement, je voulais qu'on parle des failles. Donc là, j'ai les chiffres suivants. Les intrusions dans les environnements cloud ont augmenté de 75% en 2023 par rapport à 2022. C'est quand même un chiffre conséquent. Les cas d'intrusion cloud conscious ont augmenté de 110%. Donc c'est le Global Threat Report de CrowdStrike de 2024. Quels sont pour vous, est-ce que vous pouvez m'identifier les grandes tendances en matière de risque et de vulnérabilité par rapport au cloud ? Je pense que personne ne sera surpris par ce chiffre de 75% d'augmentation. On utilise davantage le cloud, ils sont davantage visés. Ce qui est intéressant de voir, c'est les intentions aussi derrière. Dans le domaine des intrusions cloud, on va retrouver tout type d'attaquants, des attaquants plutôt étatiques, des cybercriminels qui vont ensuite monétiser et essayer de monétiser leurs attaques. Et pour finir, des attaquants plutôt sur un volet politique, activiste. Dans le domaine plus spécifique des intrusions cloud, ce qu'on observe, c'est que l'écrasante majorité, autour de 84%, c'est plutôt des acteurs cybercriminels. Donc les motivations, elles sont quand même plutôt autour du gain financier, un peu d'opportunisme, on va dire. Pour ce qui est de l'aspect cloud conscious, en fait, ce qu'on a observé, c'est que sur toutes les intrusions cloud, il y avait une partie qui était grosso modo les mêmes techniques qu'on aurait pu voir sur les environnements de prémisse. Et la part, en revanche, des attaquants qui utilisaient des techniques spécifiques aux environnements cloud, elle était en augmentation, donc du coup ici 110% par rapport à l'année dernière. En fait, pour le dire autrement, les attaquants, ils sont comme vous et moi, ils développent leurs compétences dans le cloud, avec certains, on va dire, qui sont encore plutôt au début. Nous, on a l'habitude de traquer 232 groupes d'attaquants chez CrowdStrike, et certains qu'on voit vraiment se spécialiser dans ce domaine-là, parce que c'est un business rentable, qu'on peut facilement revendre ces données, faire de l'extorsion. Donc ça, c'est vraiment une des tendances qui se dégage, c'est que les attaquants s'adaptent de leur côté très bien à notre adoption croissante du cloud. Alors c'est vrai que les attaquants s'adaptent et les attaquants sont aussi très opportunistes. Donc forcément, comme toutes les questions, je pense qu'on se pose actuellement, est-ce que c'est une menace auquel on devrait s'attendre, notamment avec l'approche des JO et puis les élections qu'on a actuellement ? Oui, enfin les JO, on sait tous que ce sera l'objet d'une recherche de visibilité parce qu'il y a une tension, donc il y aura des événements. Je pense que tout le monde se prépare en fonction de son exposition et de ses risques. Voilà, c'est pas une surprise. Malheureusement, les angles morts sont exploités autant que possible par les attaquants. Des nouvelles techniques apparaissent, sont mises au point,
ils se spécialisent très probablement. Donc, ouais, c'est pas, attends, c'est notre vie, c'est notre quotidien, je dirais, en tant que ciseaux. Effectivement, donc on risque d'avoir une croissance, plus une croissance du nombre d'attaques. Est-ce que après, on verra des différences par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est plus le volume. Après, j'aimerais revenir sur ce point-là. Donc, pourquoi la croissance? Donc déjà, bah oui, on adopte beaucoup plus le cloud. Et tu parlais tout à l'heure de contrôle. Aujourd'hui, quand on regarde les vulnérabilités, c'est principalement, pour beaucoup, c'est parce qu'on a mal configuré les accès à S3 Bucket, etc. Et donc là revient, si on fait la boucle des rétroactions, à la formation on va dire des projets, à la formation des équipes sécurité. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, le cloud, c'est une approche qui est beaucoup plus, en tout cas, qui est très proche du code. Tu parlais d'infrastructure as code. Quand on fait un fichier de configuration, il doit être complet, il doit préciser donc l'ensemble des mesures de sécurité appliquées, etc. Et donc, s'il y a un oubli, si on dit, bah, OK, le security group, il est ouvert, on a oublié d'implémenter la mauvaise règle, bah, à ce moment-là, on se retrouve face à un service qui est exposé. Donc, oui, une augmentation. Après, je pense, parce qu'effectivement, bon, il y a beaucoup plus entre guillemets, d'adoption du cloud, mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui encore, les équipes, elles ne sont pas encore très bien formées aux pratiques du cloud. Et je ne parle pas de pratiques, finalement, 80% c'est du on-prem, mais il y a des spécificités. Spécificités liées à la containerisation, spécificités liées à l'infrastructure as code, etc., qui ne sont pas forcément bien compris aujourd'hui. Et je le sais parce que des fois, je discute avec mes équipes. Ils disent, OK, on déploie l'infrastructure as code, ça veut dire quoi, etc. Et donc, on est plus proche du développement de code source, finalement, ou de code, que dans la sécurité, on va dire, classique. Je sursois parce que nous, on a fait le choix sauf de rares exceptions, de ne déployer que en infra as code. Et donc aujourd'hui, même pour du IaaS, hein, donc voilà, on déploie tout, on éteint, on détruit le soir, on reconstruit le lendemain matin. Donc notre sécurité aujourd'hui, c'est la sécurité du code d'infra as code. C'est ça. Et donc là où avant on faisait de la sécurité, c'est est-ce qu'on a bien réglé le firewall et est-ce qu'on a bien patché? Alors ça reste des sujets importants, mais notre garantie et notre contrôle de sécurité, il se passe au niveau du code de déploiement, on va dire, le fameux infra as code. Et donc il faut maîtriser ces techniques-là, il faut s'outiller, parce que le panel de sujets à regarder est quand même extrêmement vaste. Et puis, nos attaquants ne tarissent pas d'idées toujours les plus farfelues, très ingénieux. Donc, il faut s'outiller pour être capable d'absorber le volume de contrôle, ne serait-ce que contrôler les librairies. Est-ce qu'on a du Log4j dans son code? Le développeur, quand il développe, il ne pense pas forcément à ça. On a des automatismes, on a des outils qui permettent de vérifier ça et de vous rendre des rapports qui vous donnent un niveau de confiance suffisant pour les trucs à faible valeur ajoutée, des choses qui sont connues, identifiées. Donc ça, c'est indispensable quand on va dans le cloud, c'est de miser sur de la sécurité dans le développement, pas que le développement au sens code applicatif, mais de l'infrastructure, parce que c'est là qu'est votre responsabilité. D'accord? Donc, et si vous vous trompez là-dessus, vous êtes dans de la misconfiguration, en français, du défaut de configuration, vous exposez vos données, et dans le contrat, c'est très clair, vous êtes responsable des données que vous avez exposées. Vous les perdez. Regardez ce qui est arrivé à Cloud Nordic, notre fournisseur de cloud danois, qui a perdu ses données. Je ne connais pas l'état de ses clients, mais il a dû leur expliquer, désolé, on s'est fait pirater, on a tout perdu, vos données sont perdues, et c'est de votre responsabilité. Il était de votre responsabilité de les mettre en lieu sûr. Nous, on vous garantit du compute. Donc, c'est une réalité, ça. Alors, j'ai une question à distance. Donc, Jean-Luc qui demande, qu'en est-il de la gestion des identités dans le cloud? Est-ce une composante majeure qu'il faut prendre en compte pour la sécurité du cloud? Oui, la gestion d'identité est un point fondamental dans la gestion de sécurité, on-premise ou dans le cloud. La différence, c'est que quand on est dans le cloud, on peut se connecter de partout. Et du coup, on a un plus grand rôle à gérer les identités. De notre expérience, on a choisi de faire des fédérations d'identités avec un IDP que nous on gère et ne pas utiliser
les systèmes d'identité natifs du cloud provider, parce que ça nous permet de maîtriser le cycle de vie des identités et être sûr qu'on gère bien les entrées, les départs, et avoir ne pas donner accès à des comptes qui sont génériques ou qui peuvent être compromis sans qu'on ait la visibilité sur cette compromission. Et on rajoute à ça l'authentification forte, qui est aujourd'hui, pour moi, le standard minimum quand on parle de gestion d'authentification. Notamment du point de vue des attaquants, ce qu'on observe, c'est que souvent le premier pied dans la porte, c'est souvent avec des identités qui sont compromises. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on ne part pas sur tout ce qu'on connaissait avant, on l'oublie et on fait autre chose. Il y a des pratiques comme la gestion des identités qui restent amplement vraies dans le cloud. On pourrait dire la même chose de ce qu'on disait avec David autour du DevSecOps. C'est pas forcément une pratique spécifique au cloud. Il se trouve que ça s'applique sacrément bien aux pratiques de cloud. Donc l'idée, par exemple, de quand on fait de l'infrastructure as code, d'aller scanner le code qui va déployer pour s'assurer qu'on est sur quelque chose de stable. Empêcher, par exemple, mettre des garde-fous, empêcher de développer de déployer à partir d'images qui sont pas sécurisées. S'interfacer à des registres pour aller comprendre les images qui peuvent poser problème. Tout ça sont des bonnes pratiques qui, en amont, permettent de limiter le risque au moment du déploiement. Alors, qui est responsable de la cybersécurité et de la protection de vos données dans le cloud ? Alors, quand j'écoute mes collègues, ils me disent que c'est moi. Mais David, c'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est un joke pour un de mes collègues. C'est le client du fournisseur de cloud. Moi, je suis responsable des données que je dépose dans le cloud. Ils me garantissent, mes fournisseurs me garantissent de l'hébergement, du compute, et tout le reste, c'est ma responsabilité. Donc, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Et si jamais il est défaillant, l'exemple que je prenais de Cloud Nordic, c'est ma responsabilité. Si je ne les ai pas sauvegardés ailleurs, lui, il peut pas gérer tous les scénarios de risque. Donc, il faut être clair sur son appétence au risque. Donc, il faut une bonne analyse de risque. Hein. Je détaille un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans l'anticipation, il faut être clair sur l'analyse de risque. Vous êtes responsable des données. Donc, vous allez forcément vous poser des questions de souveraineté. Tu as lancé le mot tout à l'heure, mais on y reviendra peut-être. L'IAM, évidemment, la gestion des identités, comme le reste, mais ça reste quand même hyper important. Le chiffrement. Donc, on est exposé, nos données, elles sont... et la confiance qu'on fait aussi, qu'on peut avoir dans son provider. La confiance n'exclut pas le contrôle, hein, donc... dans certains cas, on peut être amené à chiffrer les données qu'on héberge chez son fournisseur de services. Donc on doit rester responsable, y compris d'ailleurs dans la localisation. Si on parle un petit peu de la nature des données qu'on a besoin de stocker, je pense notamment aux données à caractère personnel, on a des obligations réglementaires à respecter. Donc ça, c'est pas le provider, il y a pour rien. Si vous mettez des données que vous ne devriez pas mettre chez moi dans des zones dans lesquelles ils n'ont pas lieu d'être, c'est la responsabilité de celui qui les dépose. Hein. Donc, on doit rester responsable de ça. En tout cas, le contexte actuel et la législation nous y obligent. Après, juste un point, et je vais focaliser sur les solutions SaaS. Solutions SaaS, le business est très friand de ces solutions et ne comprennent pas tout ça. Donc nous, entre nous, on comprend cette partie responsabilité de données. Effectivement, il y a, on se retrouve souvent face à des situations où ils ont déjà fait un choix de solution sans s'être posé la question, mais ok, est-ce que la donnée elle est sensible ou pas? Est-ce que j'ai des contraintes réglementaires ou pas? Et on intervient à ce moment-là. Et c'est là où on intervient, on dit, là, tu ne peux pas y aller pour telle et telle raison. Et donc, on se retrouve dans cette logique parfois de blocage. Mais parce que on a un gros travail à faire aussi pour sensibiliser les métiers, pour dire, attention, très bien, ça permet d'aller vite, mais par contre, il y a un certain nombre de questions à se poser. Donc, on a tout un process pour les accompagner, mais souvent, on arrive tard, en fait. Mais voilà, cette compréhension de la responsabilité autour des données, elle est très bien comprise dans le milieu de la cyber, mais après qu'on sort de ce cercle-là, même si l'awareness commence à prendre aujourd'hui au niveau des business. Une question qui est un peu symptomatique de ça et qui, il me semblait, été posée dans les commentaires du sondage, c'est de dire, OK, quel est aujourd'hui le fournisseur cloud le plus sécurisé ? Et même si la question elle a de l'intérêt, parce que je pense que les cloud providers ont clairement de la progression à faire en termes de fournir par défaut des choses qui soient plutôt sécurisées,
j'ai l'impression que ça occulte un peu pour certains. On a l'impression qu'on va remettre entièrement les clés et transférer cette responsabilité. Or, c'est tout sauf, C'est le sauf rêve, faux. ça. Ça serait parfait, moi je signe. D'accord. Mais la réalité, c'est que quelque chose comme 60% des workload cloud qu'on observe ne tournent sans aucune forme de protection. On a un tiers des conteneurs qui peuvent être exécutés en mode route qu'on observe un peu dans sa globalité. Et ça, quels que soient, je dirais, les efforts mis en œuvre par le fournisseur cloud, il vous répondra toujours que ça, c'est de votre ressort. Et bon, je pense que c'est clair autour de cette table et probablement avec les gens qui les posent, mais ce n'est pas toujours... Moi, je ne sais pas répondre à la question, par exemple. Est-ce que c'est sécurisé, mais contre quoi? De quoi parle-t-on? Si on développe le sujet, il y a des dizaines d'aspects qu'il faut considérer. Est-ce qu'on parle d'extraterritorialité, pour revenir sur le sujet de la souveraineté? Est-ce qu'on parle de protection des données? Est-ce qu'on parle des DIM? Enfin, de contre quoi? Un fournisseur, il vous vend des services, c'est à vous de comprendre ce qu'il fait pas, et si ça match avec votre appétence au risque. Et lui, il vous vend son service, et vous le prenez ou vous le prenez pas. Vous pouvez pas vous dire je me suis débarrassé de la question, j'ai le meilleur, je prends le numéro 1 dans le cadran, dans un cadran magique et je suis tranquille, je n'ai plus rien. Voilà. On a vu Fausse bonne justement, vas-y Abir et puis je poserai ma Je question. pense qu'il y a la sécurité physique. On peut dire que ça, le cloud provider s'en occupe, mais les données restent de notre responsabilité, qu'on soit en SaaS, en PaaS ou en IaaS. C'est à nous à chaque fois de vérifier, et les niveaux de responsabilité évoluent. Plus on va dans l'IaaS, plus on a plus de responsabilités. Et ça se gère par les contrats, par des vérifications, avec des audits, et également en échangeant avec le cloud provider quelles sont les pratiques de sécurité qu'il applique. Mais c'est un travail de contrôle continu. On ne peut pas juste dire c'est bon, j'ai choisi le meilleur fournisseur et puis je peux dormir tranquille. Au contraire, notre rôle de contrôle continu doit continuer. Si je caricature, il nous doit du stockage, du compute, de la protection physique et de la connectivité. Le reste, cherchez pas, c'est pas sa responsabilité. Évidemment, c'est très caricatural. S'ils m'écoutent, ils doivent me haïr. Ils doivent réduire toute notre offre à ça. Mais globalement, c'est ça. Il faut se mettre dans cette posture-là. Donc, ils nous simplifient effectivement la sécurisation de toutes ces couches-là, et ils le font bien mieux que nous. Il n'y a pas photo. Je confirme. Quand ils gèrent des data centers de dizaines de milliers de serveurs, ça n'a rien à voir avec nos quelques dizaines, centaines, milliers. Donc, évidemment ils se sont professionnalisés. Donc, on fera pas mieux qu'eux. Pour le reste, on est responsable. Alors justement, on avait une question sur la question de la souveraineté. Tu as lancé le mot, David. Donc Rewan qui pose la question, est-ce qu'on peut vraiment parler de sécurité et de souveraineté dans le cloud dans la mesure où les acteurs majeurs du cloud et éditeurs sont quasiment intégralement américains avec les lois qui leur incombent? Je crois qu'il y a un référentiel qui s'appelle SecNum Cloud, et si on veut être sûr, on le suit. D'accord. Après, ça induit pas mal de choses. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes contraintes, etc., etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a un label qui permet d'y répondre. Alors, c'est vrai que avec l'Union européenne en ce moment, c'est pas folichon parce que effectivement, dans le cadre du Cyber Security Scheme, donc il devait aligner, on va dire au niveau européen, tout le monde sur la sécurité du cloud. La souveraineté est intégrée. Elle a été retirée pour X raisons, surtout politiques, puisque là, on ne parle pas de technique, mais c'est surtout politique. Donc oui, il y a des solutions aujourd'hui. Il faut aller vers des labels, et il y a des labels en France, en Allemagne, etc., qui permettent d'offrir ce niveau en tout cas l'assurance raisonnable qu'on est capable d'y répondre. Après, effectivement, si on va chez nos fameux éditeurs américains, moi je suis désolé, je ne sais pas m'engager sur cette question. Pour moi, c'est non à date. Voilà. Alors, le label SecNum Cloud, j'adhère. Nous, on a retenu effectivement pour que nos clouds de confiance seront, en tout cas, alignés sur le référentiel SecNum Cloud. En revanche, il faut quand même regarder comment le fournisseur de cloud a implémenté le référentiel. Donc, et il faut regarder si ça correspond à vos exigences de sécurité. Donc attention, là encore, le faux semblant de dire c'est bon, il a le label, je suis tranquille, j'ai même pas regardé. Détrompez-vous. On a fait l'exercice sur les 25 règles, il y en a au moins 20 sur lesquelles vous devez regarder comment il l'a implémenté. Donc
Vous n'allez pas vous débarrasser du sujet juste avec un coup de tampon, ce serait trop facile. C'est comme des vendeurs de sécurité. Il y a une époque qui me dit « Ah, c'est AES 256, c'est marqué sur la boîte, cherchez pas, c'est sécurisé. » Non, il faut regarder, il faut comprendre. Donc, Sectum Cloud, je suis d'accord, pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur référentiel et plutôt reconnu, donc qu'il faut utiliser. Attention, ça vous soustrait pas à votre obligation de comprendre ce que vous faites et de le regarder. Mais bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de... Et puis, oui, se protéger, mais se protéger des Américains, très bien, mais du coup, de quoi veut-on se protéger ? Il faut commencer par là. Si vous vous posez cette question et vous avez des doutes, c'est que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez protéger. Si effectivement, il n'est pas supportable pour vous de prendre le risque d'exposer ou de rendre accessibles les informations que vous voulez héberger à un acteur américain ou autre, eh bien, ne les mettez pas dans le cloud. Voilà, il faut être très clair là-dessus, c'est à vous d'assumer ça. Et puis après, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable parce qu'il y a une réalité, et donc il faut pas être extrémiste dans ses positions. Il faut trouver un module raisonnable et réviser régulièrement son exposition, ses risques, s'assurer qu'on est toujours dans un niveau de maîtrise, parce que c'est vrai, l'IA vous offre des perspectives fabuleuses, donc on a tendance à ouvrir parce qu'il lui faut encore plus de données pour pouvoir rendre de la valeur, et donc il faut être... voilà. Donc on n'est jamais dans une position facile en tant que RSSI, parce qu'on est toujours à dire attention, attention, mais voilà, on imagine le pire pour ne vivre que le meilleur. Je pense, je te rejoins, tout dépend de l'analyse de risque. Est-ce qu'on accepte de partager nos données dans le cloud ou pas ? C'est ça la question et chaque entreprise a son contexte, son business et doit faire cette réflexion. Mais point de vue technologique, si on chiffre les données dans les cloud providers américains avec des clés qui sont uniquement connues par nous, ils ne pourront pas les consulter. Donc on a une solution technique qui nous permet d'héberger nos données chez eux avec des clés qui sont hébergées chez nous. Et ça, c'est une solution, mais il va falloir accepter le risque en avance de phase, avant de partir sur des solutions technologiques de sécurisation chez les Américains. Je me permets de rebondir sur ce point-là. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent effectivement, avec la gestion de clés, les HSM on-prem, etc., il n'y a pas de problème. Mais la réalité des choses, c'est que dans les performances, dans le traitement, et en fait, on perd en fonctionnalité, et je pense qu'ils le savent. On perd en fonctionnalité. Par exemple, on peut pas faire d'indexation, ne serait-ce que dans Outlook, et donc l'utilisateur, lui, c'est pénible. On va perdre en performance. Et donc, effectivement, je suis d'accord, c'est une balance ou un juste milieu à trouver. Après, effectivement, et je suis d'accord avec toi, il faut toujours être regardant par rapport lorsqu'on externalise ou notre source, et ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, bon, on a quand même une assurance raisonnable via un label qui est quand même donné par l'ANSSI, qu'il y a du sérieux derrière. Voilà. Et c'était ça aussi l'objet de mon propos, c'est qu'on a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour au moins répondre à cette problématique-là, si nécessaire. Et effectivement, ça part de l'analyse de risque. Voilà. Nous, petit retour d'expérience, nous, on a décidé, on a défini la ligne rouge, il y a des systèmes qui resteront on-prem. Voilà. Donc, tout ce qu'on a mis dans le cloud, on assume, et là, on y va sans tergiverser, parce qu'il faut tergiverser sans se reposer trop les mêmes questions. Donc, on y va. Ce qui reste on-prem, le reste, on regarde effectivement avec grand intérêt l'arrivée des offres souveraines ou de confiance, en tout cas, pour des compléments ou un positionnement intermédiaire en termes de niveau de sécurité, et ça va trouver sa place. Mais effectivement, si on est vraiment à se poser cette question-là et qu'on a des doutes sérieux, et d'ailleurs, il vaut mieux investir plus de temps sur cette question-là pour ensuite mieux dérouler, plutôt que d'y aller en se disant j'ai peut-être fait une connerie et je vais le regretter, et qu'est-ce qui se passe, parce que c'est trop tard. La donnée, une fois qu'elle est diffusée, vous n'avez pas de droit à l'oubli. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à distance, on va faire un petit récap sur ce qui a été dit depuis le début de cette émission. Donc, 3 éléments à retenir. La cybersécurité dans le cloud repose sur un modèle de responsabilité partagée. Assurez-vous de consulter les règles d'architecture minimale, MAR, figurant généralement à la fin du contrat.
Deuxième point, il est primordial de comprendre l'architecture du cloud en matière de cybersécurité. Cela implique une gestion des actifs de type infrastructure, as code, IAC. Et troisième élément à retenir de cette première partie d'émission, dans le cloud, n'oubliez pas que les environnements de développement sont aussi exposés que ceux de production. Assurez-vous de bien sécuriser les deux. Voilà pour ce petit récapitulatif pour ceux qui nous ont rejoints un peu en retard et qui avaient besoin d'avoir un récapitulatif de ce qui a été donné. On continue donc avec l'émission. Alors, je vous partage une actualité. Europol a arrêté en Ukraine un jeune homme, donc en début de l'année, de 29 ans, responsable de crypto-jacking de ressources cloud pour 1,8 million d'euros. Je comprends que c'est une pratique qui commence à être de plus en plus répandue, ce n'est pas un cas isolé. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce que c'est que le crypto-jacking dans le cloud, Michael ? Le cryptojacking, c'est simplement l'idée d'aller s'accaparer de la puissance de calcul dans le cloud pour faire du minage de crypto-monnaies. Alors, ça vaut peut-être le coup de rappeler ce qu'est le minage, si certains ne connaissent pas parmi les participants. C'est simplement l'idée que pour sécuriser une blockchain, pour ajouter des transactions sur la forme de blocs, on va résoudre un problème algorithmique et celui qui y arrive, il est récompensé avec une petite partie de cette crypto-monnaie. Seulement, le problème, c'est que dans le cloud, la puissance de calcul, au même titre que l'énergie, ça se paye. Or, justement, pour ce business-là, le business du minage, qui est un business légal, d'ailleurs, soit dit en passant, en fait, ça repose sur l'idée de trouver de l'énergie pas chère et de la puissance de calcul pas chère. Donc, on est un peu sur deux contradictions. Donc, si en tant qu'attaquant, je peux prendre le contrôle d'un environnement cloud, faire ce travail-là de calcul, récupérer la récompense et puis laisser le plaisir à la victime de régler l'addition, ça peut poser problème. Ça peut être très rentable, illégal, mais rentable. Là, dans l'exemple que vous citez, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était la première fois qu'on voyait un exemple d'attaquant qui va cibler spécifiquement des architectures Kubernetes pour essayer de s'accaparer la puissance de calcul en faisant quelque chose de très simple, c'est de regarder sur le réseau via du scan réseau, à travers d'ailleurs trois IP qu'on a identifiés aux États-Unis, de voir voilà des API Kubernetes qui sont ouvertes et sur lesquelles on peut se connecter. Et puis ensuite, on va déployer un daemon set qui lui-même va déployer des pods malveillants au sein de chaque nœud pour récupérer toute la puissance de calcul de ces nœuds. Donc c'est typiquement ce qu'on voit dans ce type d'exemple et ça me rappelle des choses qu'on a dit en début d'émission. Comment éviter ça ? Moi, la première question que je me pose, c'est déjà comment le détecter. Et là, on n'a pas d'autre choix que de reposer sur les capacités de détection vraiment en temps réel. Donc, avoir un agent, que ce soit sur l'hôte en lui-même, ou ça peut être également au niveau du cluster Kubernetes, un hôte qui regarde toutes les exécutions, et si certaines semblent malicieuses, c'est d'ailleurs, c'était le cas dans ce cas-là, on a observé un process mis en sandbox, vu qu'il essayait de faire du cryptominage, ce qui est certainement pas ce qu'il avait voulu faire, ce qui n'était pas prévu à la base, donc on le bloque. Maintenant, si on remonte toutes les étapes qui se sont passées, ça va faire écho à des choses qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a tout un tas de choses en fait avant qui auraient pu être évitées. Le fait que l'API Kubernetes était mal configurée, le fait que la personne ait pu élever ses privilèges, on en revient sur l'idée des identités, tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu éviter en amont. D'ailleurs, l'attaquant a aussi utilisé, dans ce cas-là, une image Docker sur Docker Hub, accessible publiquement, ce qui n'aurait jamais dû être possible. Donc, en fait, il y a d'abord la détection en temps réel, ce qui se passe, et puis quand on remonte, on voit bien dans ce type d'attaque qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en œuvre pour éviter d'arriver aussi loin. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Oui, parce que je ne suis pas spécialiste de cette partie-là, en tout cas, mais ce que je peux voir pour l'attaquant, c'est qu'il a un terrain de jeu qui est quasiment infini. Tout est accessible, tout est automatisable. Si le gars il est malin, il a trouvé un angle mort sur des millions de systèmes, il automatise un peu, il reproduit, et il y a le facteur, la mise à l'échelle, qui lui permet de rentabiliser son action criminelle. Voilà, et donc ça, c'est ce à quoi on est exposé. Et on l'est dans plein d'autres domaines, dans le DDoS. On voit que on est de moins en moins confronté à des individus, on est de plus en plus confronté à des robots en termes d'action. C'est des gens qui ont programmé des milliers de robots qui vous scannent, qui vous trouvent des vulnérabilités. Donc on est quand même confronté à ça. On n'a plus beaucoup l'occasion de faire de la lutte pour la prise en main individu à individu entre un défenseur et un attaquant pour récupérer la main sur une machine. C'est quand même c'est de moins en moins vrai, en tout cas dans le cloud. Je n'ai pas d'exemple connu dans le cloud. Vas-y, je t'en prie. Ça illustre le propos qu'on tenait tout à l'heure, c'est-à-dire sur la partie contrôle. C'est-à-dire qu'on a une surface d'attaque
qui est multiplié de manière exponentielle, et pour lesquels, quand on était on-prem, on pouvait avoir une vulnérabilité ici, mais par rapport à l'architecture, on est on-prem, donc ça permet de gérer les risques au mieux. Là, ça ne pardonne pas. Il y a une ouverture, ils vont la trouver. Ils vous scannent, ils trouvent l'ouverture, ils exploitent, ils sont dedans. Et donc, c'est d'où la complexité, et je suis entièrement aligné, de la mise en place d'un contrôle qui permet de s'assurer que on maîtrise de bout en bout. Et je pense que comme on trouvait du Shadow IT avant, on doit trouver du Shadow Cloud, quelque chose comme ça. Shadow IaaS. On dit souvent que le risque, il apparaît quand il y a d'une part une menace, et on en a parlé, il y a des groupes d'attaquants qui se spécialisent sur la compromission cloud, et d'autre part une opportunité. Là, l'opportunité, c'est quoi ? C'est, comme on disait, des petites négligences, des petites choses. Il y a tellement de paramètres sur lesquels on peut jouer et qui peuvent potentiellement poser problème que c'est dans ce genre de brèche que les attaquants vont s'engouffrer. Alors, il y a des outils qui permettent de l'automatiser un peu, faire une partie du travail. Et c'est là, nous, on insiste beaucoup sur la complémentarité de ces approches. D'un côté, la détection en temps réel, et de l'autre, les choses un peu plus en amont, la gestion de la posture avec le CSPM, par exemple. En tout cas, dans le cloud, on aura toujours besoin d'avoir des actions préventives et d'autres proactives, telles que disait Michael. Avec l'IAC, on a un fichier, c'est très facile de scanner si le fichier il est bon. Si on a des erreurs de configuration dedans, avant de valider, de passer en production, ça peut être outillé, ça peut être automatisé, et on peut arrêter un déploiement si l'IAC ne correspond pas au minimum de règles de sécurité. Ça, c'est un avantage que le cloud nous donne. Mais il faut se donner la possibilité de le faire. Mais d'un autre côté, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir faire du Shadow IT dans le cloud et modifier à la main un certain nombre de paramètres. Et c'est là où il nous faut des actions réactives pour détecter ces changements-là et mobiliser les équipes pour arrêter des attaques de ce type. David. Ouais, du coup, c'est une très bonne transition. Je voulais aborder un point qu'on n'a pas développé. Il y a une dimension qui est particulière dans le cloud, c'est la notion le temps. Le temps est accéléré. Une vulnérabilité, une zero day découverte hier, publiée hier, vous la prenez facialement le lendemain. Ça, on-prem, vous avez quand même beaucoup plus le temps parce qu'il y a la défense en profondeur. Donc l'exposition, ça c'est une réalité. Et donc ce pas de temps, moi je le vois un impact fort dans les équipes à deux niveaux. Au niveau des développeurs, parce qu'il faut qu'ils apprennent à la fois la célérité des offres toutes les semaines ou 15 jours, tous les mois. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, et ça en termes de culture, c'est un vrai changement aussi. Il faut être dans la culture, il faut être dans la dynamique de la nouveauté de votre provider, mais aussi des autres, parce que c'est bouillonnant. Et puis les équipes de sécurité. Parce que si vous regardez Save the Details, la publication de toutes les vulnérabilités, la courbe, elle est comme ça. Je crois qu'on doit avoir un 30-40% de croissance par an. Le mois de mai, 5000 vulnérabilités, plus que tous les mois précédents. Donc, ça arrive extrêmement vite et vous êtes impacté tout de suite. Donc, cette réactivité dans la veille et le paramétrage de vos mécanismes de défense, en détection, en réaction, etc., doit se faire beaucoup plus vite. Là où avant, vous aviez du temps pour préparer vos vulnes, vous aviez quelques mois, dans le cloud, il faut être capable de les intégrer rapidement. Donc, l'infra as code est un merveilleux outil, encore faut-il l'employer correctement, pour s'en protéger, pour intégrer nos modifs, déployer massivement un correctif sur tous vos infras. Si vous avez bien pensé, vous pouvez le faire rapidement, à moindre effort. Voilà, donc ça c'est une dimension. La notion de temps, elle est vraiment, c'est pas la même on-prem et on-cloud. Et ça c'est peut-être une différence pour nos équipes, qu'ils apprennent à jongler avec des pas de temps différents. Et ça c'est pas un exercice facile. Alors une autre question, pour les cybermalveillants, les identifiants d'utilisateurs, donc compromis légitimes, sont souvent la porte d'entrée pour le cloud. Alors comment on explique d'une part ce fléau, et puis est-ce que vous avez peut-être des rétextes ou des cas pratiques, des choses qui se sont produites que vous pouvez partager avec nous, Orion? Alors, effectivement, lorsqu'on a une compromission d'un credential, et que c'est une application on-prem ou un service on-prem, quelque part, là, c'est très difficile pour l'attaquant de l'utiliser. Là, effectivement, dans une exposition directe, on va dire, sur Internet, le cloud, etc. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est régulièrement
Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de synchronisation entre le monde privé et le monde professionnel au travers du BYOD. On se retrouve dans des situations où, par exemple, on a soit des cookies de session qui sont volés, parce que ce n'est pas que le credential. À la limite, le credential, c'est une chose, le cookie de session, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il le récupère, il le rejoue, il est connecté. Il n'a même pas besoin de connaître votre login password, il va le rejouer directement. Et sur cette partie login password, effectivement, on se retrouve régulièrement à voir ou à détecter au travers de la CTI des ventes sur le dark, etc. Donc, bon, ça se traite, d'accord. On est très réactif face à ça, mais néanmoins, effectivement, et là je rejoins ton point, il faut être très rapide dans la réaction. Parce que si, entre le temps de détection, et parfois, ça prend un peu de temps, et la correction, parfois ça peut prendre du temps. Et là, on est dans des temps qui sont hyper courts. Mais on a l'automatisation. Donc aujourd'hui, l'automatisation, on peut automatiser des patchs, on peut automatiser des tests, on peut automatiser la création d'environnements de test pour qu'on valide que le patch n'introduit pas de régression de service et notre application va continuer à fonctionner as-is et pouvoir le tester assez rapidement. Mais il faut se mobiliser, avoir le mindset d'automatiser au maximum d'actions avec des contrôles à chaque fois de sécurité pour gagner du temps. Parce que si on n'automatise pas, on sera vraiment dépassé par la capacité des attaquants à exploiter des vulnérabilités zero day. Et si je peux compléter, donc vis-à-vis des identifiants, tu parlais tout à l'heure de MFA ou Multi-Factor Authentication, voilà. Ça doit devenir la base. Parce que c'est ça qui va vous protéger contre le vol d'identifiants. D'accord. Donc ça, c'est un des prérequis. Ensuite, vous avez des approches avec les solutions IAM, des approches de type Zero Trust aussi, qui vous permettent de dire, avec du airbag, je me connecte uniquement à telle instance et j'autorise uniquement ce groupe d'utilisateurs à se connecter à telle instance et à faire un certain nombre d'opérations. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on a tous les outils en main pour se protéger, mais encore une fois, c'est la surface d'attaque, elle est très dynamique. Donc, comment est-ce qu'on est, on va dire, à l'affût de tout? Moi, j'aime bien ton approche optimiste, on va dire. Là où il y a des menaces, il y a aussi des opportunités. Et je pense qu'il y a des nouvelles approches aussi qu'on n'avait pas en prémisse, qui peuvent nous aider dans le cloud. Je pense notamment dans l'aspect de gestion des vulnérabilités dont on a parlé. En fait, il y a tout un panel de solutions qui ont tout leur intérêt, le DAS, le SAS pour le code, le SCA. Le problème, c'est qu'aucune d'entre elles, on va dire, va s'intéresser à l'architecture logicielle qu'il y a derrière. Et c'est notamment ce que nous apportent certains nouveaux outils cloud qu'on voit apparaître, comme l'ASPM. C'est l'idée de regarder l'application au moment de son exécution. Et certains même appellent ça le shift right par opposition au shift left, c'est-à-dire regarder comment est faite l'application et comment elle s'exécute, avec l'idée de regarder évidemment les vulnérabilités, leur impact, leur sévérité, mais dans quel contexte elle se trouve. Est-ce que typiquement cette vulnérabilité, elle se situe sur une API qui elle-même est ouverte sur l'extérieur, sur Internet? Est-ce que cette API, elle manipule des données sensibles, des données bancaires, des données personnelles? Et ça, c'est vraiment un des apports de ces nouvelles solutions où on va pouvoir avoir cette visibilité qui serait impossible à avoir auparavant. Et notamment, alors encore une fois, c'est assez spécifique aux environnements cloud, tout ce qui est microservices, parfois l'idée même de répondre qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui constitue l'ensemble de mes microservices? Comment ils interagissent entre eux? C'est quelque chose qui était extrêmement difficile à faire auparavant et désormais, on peut avoir une vision beaucoup plus claire. Juste pour nuancer sur une note plus optimiste et pas que sur le risque. Alors pour la prochaine question, j'aimerais justement, Orion, qu'on revienne un peu sur la question du label SecNumCloud. Est-ce que vous pensez qu'il faille vraiment transférer ces critères, notamment sur la protection contre l'extraterritorialité du droit, au label européen EUCS, surtout sachant que plusieurs pays européens s'y opposent? Je pense qu'au travers de mes propos, je suis intimement convaincu qu'il faut le faire. Après, il y a une approche risque. Il y a plusieurs niveaux d'assurance dans le schéma de certification. Si on recherche vraiment la souveraineté, je crois qu'on est sur des niveaux élevés en termes d'assurance. Donc oui, à l'intégration dans des niveaux élevés d'assurance, etc. Après, oui, il faut qu'on le fasse. Maintenant, il faut qu'il y ait la volonté politique de le faire. Moi, je comprends qu'il y a des pays, en tout cas, de ce que je connais, il y a des pays qui s'y opposent parce qu'ils disent « Ok, mais ça va créer une barrière d'entrée ou ça va créer de la complexité déjà pour les fournisseurs européens qui déjà ne s'en sortent pas, etc. » Ok. Mais
on en parle depuis combien de temps? On en parle et aujourd'hui, on continue à se poser la question. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Et puis surtout au niveau européen. Je ne suis pas sûr que... Alors, même si en France, on a une belle force de frappe, mais je ne suis pas sûr que uniquement rester au niveau français, on arrive à traiter ce sujet. Pour moi, c'est l'Union européenne. Il faut que ça soit traité au niveau de l'Union européenne. Et donc, l'intégration de ces exigences, pour moi, fait totalement sens. Et il faut qu'on continue. Il faut que la France continue à pousser en ce sens-là, pour au moins avoir à un moment donné quelque chose qui va nous permettre, lorsqu'on se pose la question, d'avoir des solutions qui y répondent. Alors, dernière question de cette émission autour de l'IA, et il s'avère que je ne suis pas la seule à me poser la question, puisqu'on a d'autres questions dans les commentaires. Je vais vous poser la mienne, et puis je vais vous dire ce qui se passe à distance. Donc, les IA sont développées majoritairement en utilisant des ressources cloud. Est-ce que la compromission du cloud devient un enjeu pour la compromission des IA? Ça, c'est ma question, et je vous poserai celle du public. La réponse est oui, tout simplement. Aujourd'hui, on s'appuie sur l'IA pour prendre un certain nombre de décisions. Donc, si on manipule la manière avec laquelle l'apprentissage de l'IA a été fait, donc on finit par avoir des réponses qui sont incorrectes. Donc, c'est très facile de pouvoir changer le résultat et donc impacter les utilisateurs. Même si on aura l'AI Act en Europe qui va nous protéger par rapport à un certain nombre de traitements IA, mais ça ne sera pas suffisant. Si on veut aller dans des projets innovants avec de l'IA, on aura besoin de puissance. Et il va falloir sécuriser la scalabilité. Et cette sécurisation, elle passe via le chiffrement, via le contrôle, via les vérifications. On a des moyens de sécurisation des chaînes de déploiement de modèles learning et qui permettront de s'assurer que les données et les algorithmes qui sont définis ne seront pas volés et que le résultat reste intègre par rapport à ce qui était initialement prévu par le scénario, le use case de l'IA. Alors, Yacine qui dit quel est l'impact potentiel de l'IA sur la sécurité de l'environnement cloud, et Hussein qui demande l'une des solutions obligatoires pour avoir un niveau de sécurité élevé dans le cloud et bel et bien l'usage de l'IA à tous les niveaux cyber. Allons-nous vers un full IA cloud? J'ai l'impression qu'on peut regarder la question dans les deux sens. Est-ce qu'on parle plutôt de compromission de l'IA en compromettant le cloud, on compromet l'IA, ou est-ce qu'on parle plus? Ok. Auquel cas, j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire que ça semble être possible, mais aujourd'hui, ça me semble encore un peu théorique. On ne voit pas encore d'exemple, on va dire, massif d'exploitation de ce sens. En revanche, qu'on commence déjà à voir, c'est plutôt l'autre cas que j'avais en tête, c'est utiliser de l'IA générative pour compromettre des environnements cloud. Ça, on en a vu un certain nombre, typiquement chez CrowdStrike, et il y a deux choses. En fait, l'IA a surtout pour effet d'abaisser le coût d'entrée pour les attaquants. Donc, à travers deux vecteurs, soit dans le fait de faire plutôt du social engineering à grande échelle avec du deepfake, c'est un peu plus ça qu'on a vu, et un peu moins l'idée de générer des outils, générer du code typiquement avec de l'IA générative. Ça, on le voit un peu moins, mais on en a quand même quelques traces dans typiquement des exercices de réponse à incident. On a eu deux occurrences l'année dernière. La première, c'était une machine compromis avec un groupe Alpha Spider qui utilise le ransomware LockBitRed. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pendant la compromission, ils essayent d'extraire des identifiants du Azure Key Vault. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils interrogent Bing, ils interrogent également ChatGPT pour savoir comment faire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est là, typiquement, on n'est pas sur un groupe d'attaquants experts. Mais voilà, même ces types d'attaquants, ce genre de choses devient à leur portée. Et à l'opposé du spectre, on a des groupes experts. Je pense plutôt à des groupes comme Scattered Spider, où là, on l'a vu faire des choses hyper intéressantes, récupérer tous les immutable ID dans Entra ID. Et il se trouve qu'ils ont utilisé le module PowerShell là-dedans. Et pour ce faire, il se trouve que le script qui est exécuté ressemble trait pour trait avec ce que peut générer un LLM. Alors, la réalité, c'est qu'on n'a pas des tonnes d'indications pour dire ça a été fait ou non avec de l'IA générative, pour peu que l'attaquant supprime les traces. Mais là, il y avait vraiment, autant dans l'indentation que les commentaires, il n'y a quasiment pas de doute. Donc, la réalité, celle-ci, c'est pas pour le futur, c'est pas une prédiction, c'est déjà là. Okay.
Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public d'avoir échangé, commenté, posé vos propres questions à distance. Vous avez été très nombreux et malheureusement, comme à chacune de nos émissions, je ne peux pas lire toutes vos questions, mais on les a bien lues. Merci encore. Alors, ce soir, nous étions en partenariat avec CrowdStrike, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc sur le thème de ce soir. Pour ceux qui n'ont pas coché la case, n'hésitez pas à nous le demander. En tout cas, je vous dis bonne soirée. Au revoir pour cette première saison, puisqu'on ne se reverra pas avant le mois de septembre. On prend tous des vacances, n'est-ce pas? Merci encore à notre partenaire, merci au public à distance et bien évidemment, merci aux experts qui étaient là avec nous ce soir. Merci. Merci Yasmine.